Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez. Quelque part sur la rive du Danube, une vaste ville bruyante s'étale sur la plaine. Une ville? Plutôt un campement, de grossières maisons en bois, des tentes de cuir, des chariots bâchés. Ce semblant de ville à la capitale guerrière de Régula, roi des peuples de la steppe, autrement dit des Huns. Dans un endroit reculé, à l'abri d'un enclos, deux jeunes gens s'exercent à des jeux d'adresse, qui sont aussi le jeu des armes, fouet, javelot, fronde. Ces jeunes gens, âgés de 20 ans ou plus, sont dissemblables en tout point. L'un a le visage large et plat, sans beauté, de longs cheveux noirs graisseux, la peau cuivrée. Il est vêtu d'une casaque de cuir et de bottes cloutées. Il se montre agité, excité, parle haut, rite fort. Le second a le teint plus clair, des cheveux blancs et bouclés. C'est un beau garçon, qui ne porte qu'une tunique de lin et des sandales à la romaine. Il paraît calme, sérieux, presque hautain. En cet instant, il soupèse un javelot emmanché d'une pointe d'eau, vise, détend le bras. La pointe vient se ficher dans le moyeu d'une roue de chariot. Pas mal, Romain, grince son compagnon. À moi, maintenant. Regarde, et prends-en de la graine. Et il projette un javelot, qui se plante à l'endroit même où le trait précédent s'est encastré, le délogeant de sa cible. Le lanceur éclate de rire. Celui qui l'a appelé, Romain, se contente de sourire. Pas mal, hein, tu m'as conseillé d'en prendre de la graine. N'oublie pas ce que font les graines, elles poussent. Nous essayons le fouet, maintenant. Il décroche le sien de sa ceinture, la lanière de cuir claque dans l'air. Un cabochon de verre posé en haut d'un piquet vole, roule au sol. Le Hun grimace, arrache le fouet de la main du Romain, le fait claquer à son tour en direction d'une fleur jaune enracinée au sommet de la palissade. Mais il a agi avec trop de hâte, et seuls quelques pétales tournoient dans l'air. Le Hun pousse un juron guttural. Tu feras mieux la prochaine fois, murmure le Romain non sans ironie. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, les graines poussent. Fouet brandi, le Hun fait quelques pas rapides en direction de son concurrent. On pourrait croire qu'il va le frapper. Mais il se retient, éclate de rire. Plaisante, Romain, plaisante, tant qu'il est encore temps. Tu vois ce fouet? Un jour, il fera trembler le monde. Et ce jour viendra quand j'aurai succédé à Régula, quand je serai roi. Alors tous les peuples que je trouverai sur mon chemin mordront la poussière devant mes chevaux. Les Alains, les Goths, les Saxons, le jeune exalté s'interrompt un bref instant avant de conclure, yeux luisants, enfin, ce sera le tour de tes frères romains. Le jeune homme blanc ne s'est pas départi de son impassibilité. Avec le plus grand calme, il répond, ce jour-là, tu me trouveras devant toi, Attila. Le nom a claqué avec autant de violence qu'un coup de fouet. Attila hausse les épaules, ricane. Il ne croit visiblement pas aux menaces de son compagnon romain, qui est aussi son prisonnier. Ce prisonnier se nomme Aetius. Élevé dans un casernement, sur les marges orientales de l'Empire, Aetius est devenu l'un des plus jeunes officiers de l'armée romaine. Et, s'il se retrouve en ce jour l'hôte un peu spécial d'un camp barbare, c'est tout simplement parce qu'il a été désigné comme otage, à la suite d'obscures tractations entre les Huns et les Romains d'Orient, qui ont fait de Byzance leur nouvelle capitale, dont les fastes dépassent ceux de Rome. Pourquoi Attila s'est-il pris d'une véritable sympathie, teintée bien sûr de rivalité, pour ce fier ennemi de son âge? C'est un des mystères de la destinée. En tout cas, les voilà tous deux face à face, se mesurant du regard. Ils savent qu'ils sont de force, de bravoure, d'intelligence égale. Ils savent aussi que leur prochain affrontement se déroulera sur un tout autre terrain. Effectivement, c'est leur dernier ajout amical. À la suite de nouveaux accords de paix entre Romains d'Orient et Huns, Aetius ne tarde pas à être nommé chef d'une cavalerie de 60 000 mercenaires huns. Il quitte ainsi le camp d'Attila, à la tête de cette horde immense de guerriers des plaines qui lui resteront fidèles même 10 ans plus tard quand la paix entre Byzance et Attila sera rompue. Et que les Huns déferleront sur l'immense empire romain. 10 ans plus tard, en Gaule romaine, Orléans résistait depuis 5 semaines, quand une première brèche fut ouverte dans la muraille ouest. Tandis que des assauts continuels étaient conduits contre les 3 autres côtés du quadrilatère des remparts,
Un petit groupe de barbares audacieux, mais ne l'étaient-ils pas tous? Avait creusé sous les fondations. L'eau des douves y était infiltrée, achevant de miner les fortifications. Les barbares! Les barbares! Hurla une sentinelle avant de s'écrouler, une flèche en travers de la gorge. Ce cri était bien inutile, déjà les assaillants s'engouffraient dans la cité, se répandaient dans les ruelles, investissaient les maisons dont beaucoup avaient déjà été à moitié incendiées par les tirs des engins de guerre projetant des balles de paille ou de chiffons enflammés. Bien sûr, les citadins se battaient avec courage, au corps à corps. Mais comment résister à ces hordes de guerriers sans pitié qui, année après année, fondaient sur la Gaule romaine comme autant de tendards meurtriers s'acharnant sur un paisible troupeau? Tout en eux était terrifiant. Leurs visages plats, couleur de cuivre, leurs longues moustaches tombant enduites de graisse, leurs casques hérissés d'une couronne de poils de yak, leur habitude de chevaucher torse nu, comme s'ils se croyaient invulnérables. Et les cris horribles qu'ils poussaient en montant à l'assaut. Et leurs petits chevaux noirs aux yeux fous, qui semblaient aussi féroces qu'eux. Et leur adresse au javelot, qui manquait rarement son but. Et leurs épées recourbées, tranchantes comme des rasoirs, qui faisaient voler les têtes. Et cette tactique manière de capturer leurs prisonniers avec des filets lancés du haut de leurs coursiers. Décidément, les uns pouvaient aussi bien être des créatures vomies par l'enfer. Car ces barbares qui, vague après vague, déferlaient à travers un pays déjà éprouvé par 2 siècles d'invasions sporadiques, étaient des Huns. Depuis leur royaume, situé dans les plaines de Hongrie, ils ne cessaient de s'étendre sur le monde comme un fleuve en crue. Vers l'est, ils avaient poussé jusqu'en Inde. À l'ouest, après avoir conquis la Germanie et refoulé les Wisigoths, ils se répandaient désormais en Gaule, tuant, violant, pillant, incendiant, 600 000 cavaliers, prétendait-on. Déjà Colmar, Strasbourg, Besançon, Toul, Arras, Reims étaient tombés. À l'exception de Lutèce, épargné disait-on grâce aux prières d'une jeune nonne du nom de Geneviève, un véritable miracle, personne ne semblait pouvoir résister aux Huns et à leur chef, Attila, qu'on avait surnommé le fléau de Dieu. Rien ne différenciait Attila de ces guerriers, vêtus de peau de bête, le torse luisant de graisse, cavalier intrépide, combattant insurpassable, il chevauchait toujours à la tête de ses hordes. Il avait coutume de dire, là où passent mes chevaux, l'herbe ne repoussera pas. Déjà, entouré par une troupe de cavaliers vociférants, aux lances dressées, Attila avait franchi les remparts écroulés et s'apprêtait à s'enfoncer au cœur de la cité. Nous sommes perdus, murmura Flavius Gasca, le préfet de la ville, qui s'était barricadé dans son palais avec quelques hommes encore valides. Non, Flavius, regarde, celui qui m'interpellait ainsi était Corvinus, capitaine de la garde. Gasca courut à la fenêtre où son second se penchait, bras tendus. Au loin sur la plaine, illuminée de manière surnaturelle par les rayons du vif soleil de printemps, des milliers et des milliers de casques, de boucliers, de cuirasses étincelaient. Toute une armée, qui paraissait aussi nombreuse que celle d'Attila, plus nombreuse peut-être. Tandis que les 2 défenseurs, bouche bée n'en croyant pas leurs yeux, s'étreignaient devant ce spectacle incroyable, l'armée des sauveurs remplissait l'horizon, avançant droit vers la ville. Aetius, souffla le préfet. Aetius chevauchait en tête de sa cavalerie. Ce n'était plus le svelte adolescent qui, 10 ans plus tôt, était captif au camp d'Attila. Aetius était devenu un homme aux muscles puissants, dont les yeux noirs contrastaient avec les cheveux blonds, maintenant coupés courts. Il était équipé de la même façon que des générations de généraux romains avant lui, casque à cimier, cuirasse de bronze rehaussée d'or, longue cape pourpre voltant dans le vent. Il montait un cheval blanc richement harnaché. Son état-major brandissait les aigles impérialés, faits fleurissants, qui remontaient au règne de Constantin, le labarum portant les initiales et la croix du Christ. Par là, et par là, ordonna Aetius en levant son bâton de commandement. Il désignait les groupes de cavaliers uniques qui tournaient autour des murailles d'Orléans, et dont certains se regroupaient déjà pour faire face à ce nouvel adversaire. La cavalerie d'Aetius s'ébranla, se dispersant en petites cohortes d'une centaine d'hommes. Contrairement à leur chef, ces soldats ne portaient pas les lourdes cuirasses de métal des légions de jadis, mais des casaques de cuir, des peaux de bête, des casques ornés de cornes d'auroch. Et leurs armes favorites étaient le javelot, la fronde, le sabre courbe. En somme,
il ressemblait beaucoup à ceux qu'il s'apprêtait à combattre. Et pour cause, l'armée d'Aetius n'était pas composée de Romains mais de barbares, Scythes, Goths, Germains, Armoricains, Alains, Francs, et même Déens. Une armée disparate, engagée ici et là sur les frontières en vidant les caisses de l'Empire chancelant. Car Rome n'avait plus assez d'hommes pour défendre son territoire. Et, pour combattre les barbares, il n'y avait d'autre solution qu'engager d'autres barbares. Les troupes lancées par Aetius avaient commencé à tailler en pièces les masses compactes des Huns, désarçonnant les cavaliers, transperçant les torses nus, prenant du champ pour revenir aussitôt à l'attaque. Désorientés, les assiégeants ne tardèrent pas à reculer, tandis que ceux qui avaient pénétré dans la ville refluaient en désordre à travers les éboulis de la muraille abattue, tentant de percer l'encerclement ennemi. Pour une fois, les farouches conquérants avaient à affronter des adversaires à leur mesure. Non pas les garnisons romaines amollies par la bonne chair, dont on disait que leur coupe de vin pesait plus lourd que leur glaive, mais des guerriers employant la même tactique que la leur, et qui savaient se battre. Aetius lui aussi savait se battre. Il l'avait prouvé contre les Perses, les Francs, les Saxons. Quelques années plus tôt, il avait été nommé général de la cavalerie romaine par le jeune empereur Valentinien, réfugié à Ravenne, et qu'on disait incapable de gouverner. Lorsque les Huns avaient déferlé sur la Gaule romaine, Aetius se trouvait au nord de la Germanie. Prévenu par un envoyé de l'empereur, il avait réuni en un temps record 60 légions. Et, traversant une bonne partie de l'Europe du Nord au sud à marche forcée, il s'était porté au-devant des Huns. Ce moment, le général l'attendait depuis longtemps. Et il était arrivé. Aetius plissa les paupières. Là-bas, ce cavalier dont même la distance ne dissimulait pas la haute taille et la prestance, n'était-ce pas, à la surprise de ses officiers, Aetius, piquant des deux, s'élança dans le galop accéléré de son blanc destrier. On l'entendit hurler, « Attila! Je t'avais prévenu qu'un jour tu me trouverais devant toi. » Mais son adversaire était trop loin. Après un galop éperdu, le général dut se résoudre à tirer sur les guides de son destrier écumant. La bête piaffa, se cabra. Au bout de la plaine, celui qu'Aetius avait reconnu comme étant Attila en personne faisait retraite à bride abattue. Et toute son armée avec lui. Bientôt, dans les lueurs orangées du soir, il n'y eut plus à l'horizon qu'un dense barrage de poussière soulevé par les sabots innombrables. « Tu n'iras pas loin, je le sais, » murmura pour lui-même Aetius. « Tu vas m'attendre derrière ces collines, en pensant que je me lancerai immédiatement à ta poursuite, pour tomber droit dans le piège que tu me prépares. Tu me sous-estimes. Ou alors, aurais-tu oublié nos jeux d'autrefois ?» Le général eut un sourire sans joie. Ses officiers l'avaient rejoint, ainsi que les rois barbares servant sous ses ordres. Le bouillant Théodoric, chef des Wisigoths, vint coller sa monture flanc à flanc contre celle d'Aetius. Comme la plupart de ses guerriers, c'était un géant dont les cheveux blonds, tressés en deux nattes, voltaient avec panache dans son dos quand il cavalait. « Qu'attendons-nous » vociféra Théodoric en brandissant sa lourde épée de bronze qu'un Romain de l'époque aurait eu du mal à manier. « Il faut les talonner. »« Tout doux, Majesté. » Que fait Attila, en ce moment même? Il répartit sa cavalerie derrière les collines. Et derrière sa cavalerie, il fait assembler ses chariots en une barrière ininterrompue. Si nous chargeons en masse, nous risquons de briser notre élan contre ses défenses. Laissons donc les Huns nous attendre. Quand ils constateront que nous ne bougeons pas, ils poursuivront leur route vers le nord. En continuant à piller, donc en dispersant leurs troupes. Il est plus sage de les suivre à distance, et de n'attaquer que lorsque toutes les chances seront de notre côté. Aetius surprit une lueur d'admiration dans l'œil bleu de Théodoric, puis il tourna à bride pour rejoindre Orléans. Les Huns se conduisirent très exactement comme l'avait prévu Aetius. Ils firent route vers le nord-est, repassèrent la Sanée, de Garlas, mirent le siège devant Châlons. La ville résista. Les troupes d'Attila se répandirent par groupes dans cette région riche en culture appelée champ catalonique. C'était le moment qu'attendait Aetius. L'aube se levait à peine. L'horizon vers les 4 points cardinaux était colmaté de brume. Un calme surnaturel planait sur le monde. Aetius avait fait entourer de tissu les sabots des chevaux de son avant-garde. Quelque part devant lui s'étendait l'immense campement des Huns. Si proche qu'on pouvait entendre des bruits ténus s'en élever, marteau sur le fer des épées, chant d'ivrogne. Le général leva le bras.
Le jour qui peinait à se dégager de la nuit serait une dure journée. Sur ces quelques arpents de terre gauloise noyés de brume, le sort de l'Empire romain tout entier allait se jouer. Et c'est lui, Aetius, qui allait lancer les dés. Il baissa le bras, le nuage cristallin de son souffle se condensa devant sa bouche. Puis le grondement assourdi des chevaux emplit l'atmosphère humide de l'automne. Le général avait pris le commandement de l'aile droite, avec ses fidèles. Il avait confié l'aile gauche à Théodoric et à ses Wisigoths. Le centre était tenu par les légions de Ravenne, les Francs, les Alains, et encore quelques autres armées mercenaires, qui formaient une ligne discontinue. C'était une tactique dûment préméditée. Réveillés par le tonnerre de la charge, les uns se précipitèrent en désordre droit devant eux, percèrent sans mal le ventre mou de l'armée d'Aetius. Sûrs d'une victoire qui, pour eux, était naturelle puisqu'ils avaient toujours été invaincus, les uns s'aperçurent trop tard qu'ils étaient pris en tenaille par les cavaleries de Théodoric et d'Aetius. Le choc fut gigantesque et, au milieu des brumes qui se délayaient sous les premiers feux du soleil, la paisible plaine champenoise retentit dès lors du fracas des armes, du hennissement des chevaux affolés, du râle des mourants, des cris des blessés. Lorsque l'astre du jour fut haut dans le ciel, on se battait encore. Lorsque les ombres mauves du soir étendirent leurs bras crochus, on se battait toujours. Lorsque la nuit couvrit de son manteau miséricordieux les rivières de sang qui serpentaient sur la terre, les combats n'avaient pas cessé. Après le heurt des groupes compacts de cavalerie, les armées antagonistes s'étaient mêlées, s'interpénétrant étroitement. On se battit à pied, au corps à corps, en duel singulier, sabre contre poignard, lance brisée contre caillou, à main nue. Le moindre chemin creux, la plus petite butte, le plus mince ruisseau servirent de terrain d'affrontement. Les uns avaient perdu la première manche, toujours décisive. Maintenant ils reculaient, laissant sur le terrain beaucoup plus de morts que les troupes d'Aetius. Dressé sur son cheval, le général suivait la configuration géographique du combat et pouvait donner les ordres nécessaires. À plusieurs reprises, il hurla par-dessus le tumulte, « Où es-tu, Attila ? Viens me rejoindre. Nous avons une dernière partie à jouer ensemble. » Mais jamais il ne fut capable de repérer son adversaire. Une seule fois, il entendit la voix rocailleuse bien reconnaissable clamer au loin, « À Rome, Aetius, nous nous retrouverons à Rome. » Et le rire sarcastique d'Attila s'éleva au milieu de l'orage d'acier. Puis une nouvelle péripétie du combat en éteignit les échos. Au cœur de la nuit tombée, Théodoric entraîna ses cavaliers dans une vallée encaissée où avaient reflué les restes de l'Arménite. « Je les poursuivrai s'il le faut jusqu'aux rives du Danube, et jusqu'aux steppes de Mongolie. » clama le roi des Wisigoths. Ce furent les dernières paroles de son allié qu'entendit Aetius. Un peu plus tard dans la nuit, on découvrit le corps de Théodoric percé de 20 coups, au milieu de plusieurs centaines de ses soldats, tombés dans une embuscade prévisible. Au loin, un cercle de flammes s'élevait. C'étaient les chariots d'Attila, auxquels il avait fait mettre le feu pour protéger ses arrières. « Nous chargeons ?» interrogea Arcadius, le principal lieutenant d'Aetius. Une fois encore, le général choisit la prudence. « Nos troupes sont épuisées. Pourquoi risquer de nouveaux morts alors que nous avons gagné la bataille ? Nous aviserons demain matin. » Mais, le lendemain matin, quand un pâle soleil se décida à diluer le brouillard, le campement d'Attila était désert. À la faveur de la trêve nocturne, les uns étaient partis. Sur les champs rougis, des milliers et des milliers de corps enlacés s'étalaient, sur lesquels les premiers corbeaux venaient donner du bec. De mémoire d'historien, les champs cataloniques furent le lieu de la plus gigantesque bataille de toute l'Antiquité. On prétendit qu'1 million d'hommes y prirent part et que 300 000 soldats y trouvèrent la mort. Il n'empêche que le général Aetius y gagna son pari, sauver l'Empire. Il y gagna aussi un surnom, le « dernier Romain », ce qui est à la fois exact et non dénué d'ironie, si l'on se souvient que l'armée victorieuse qu'il commandait était pour la plus grande partie constituée de barbares. En outre, dès l'année suivante, Attila revenait à la tête de nouvelles troupes, toujours assoiffées de conquêtes. Cependant, il épargna Rome, à qui il s'était lié par un nouveau autant qu'éphémère traité. Ainsi, Attila et Aetius n'eurent jamais l'occasion de terminer leur jeu. Car Attila mourut en 453, égorgé par sa propre épouse, Ildico, que les Romains appelaient Hildegarde. Quant à Aetius, il fut assassiné 1 an plus tard par l'empereur Valentinien, qui ne supportait plus l'adulation que les Romains portaient au vainqueur d'Attila.
En ces temps lointains, ainsi allait le monde.